Bonjour Florence Giannicatrice. Bonjour Adrien de Tricorneau. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'indice des prix à la consommation. Merci de venir nous en parler. Vous êtes économiste, professeur des universités à l'université de Lille. Alors les ménages ont une perception assez différente, on l'a connu au moment du passage à l'euro, mais encore plus pendant la crise des Gilets jaunes, de l'évolution de l'indice des prix et de leur pouvoir d'achat et de ce que donnent les statistiques. Comment vous expliquez cette divergence d'opinion ? Oui, c'est assez intéressant parce que effectivement, c'est à la faveur de crises sociales qu'il y a de plus en plus un écart entre la perception qu'ont les individus de l'évolution de l'inflation et l'inflation officielle telle qu'elle est mesurée notamment par l'INSEE. Et il y a différents types d'explications qui peuvent être mises en avant. La plus spontanée qui vient à l'esprit, c'est l'idée que les sociétés sont des sociétés de plus en plus hétérogènes, que les inégalités s'accroissent en tout cas aux extrémités de la distribution des revenus et que en conséquence, il vaut mieux travailler sur des indices dits catégoriels, c'est-à-dire des indices qui soient différents selon qu'on ait un ménage ouvrier, un ménage employé ou un ménage cadre. Alors ce sont des travaux qui sont menés et qui sont menés en tenant compte du fait que les coefficients budgétaires, c'est-à-dire la part que les ménages engagent dans des produits, eh bien, peut être différente. Par exemple, la part de produits alimentaires qui est différente selon qu'on est ouvrier cadre, ou bien la part des loisirs ou la part encore des télécommunications. Donc ça, c'est une explication qui est mise en avant, mais il y en a d'autres qui sont mises en avant dans la littérature, en particulier des explications d'ordre plutôt psychologique. Par exemple, Tversky et Kahneman ont montré que les ménages avaient une aversion au risque ou une aversion à la perte qui était plus importante que l'aversion au gain et que, en conséquence de quoi, quand il y avait de l'inflation, les individus étaient plus averses que lorsqu'il y avait de la baisse de prix. Et troisième type d'explication, toujours en lien avec ces dimensions un peu psychologiques, c'est l'idée qui est assez intéressante selon laquelle, finalement, quand des produits sont consommés plus fréquemment, même s'ils représentent une petite part de votre coefficient budgétaire, eh bien, finalement, ils ont plus d'importance, la variation de leur prix a plus d'importance que des produits que vous consommez moins souvent. Donc d'un côté, la baguette de pain, le café aux petits zinc, et de l'autre côté, par exemple, le loyer que vous ne consommez qu'une fois mensuellement. Et puis, au-delà de ces explications structurales d'un côté, psychologiques de l'autre, il y a d'autres types d'explications qui sont mises en avant, qui sont un peu plus récentes, disons au milieu, on les retrouve à partir du milieu des années 2000, et qui engagent la question des dépenses contraintes. Alors moi, j'aime bien étudier cette question parce que d'abord les économistes un peu standards n'aiment pas trop cette idée de dépenses contraintes parce que évidemment elle rompt avec l'idée que la consommation, que les individus, les consommateurs seraient souverains sur le marché, puisque là l'idée des dépenses contraintes, c'est que les individus ne peuvent pas arbitrer sur l'ensemble de leurs revenus. Alors l'idée des dépenses contraintes, elle est avancée notamment par l'INSEE qui fait des mesures autour des dépenses préengagées. Et c'est l'idée en fait selon laquelle pour un certain nombre de vos dépenses, finalement vous êtes un peu obligé de les avancer. Ça vaut pour le loyer, pour les télécommunications, lorsque vous louez une box, des choses comme ça, ou bien aussi pour la cantine des enfants. Enfin voilà, il y a un certain nombre de biens qui sont considérés comme des dépenses préengagées et qui renvoient là aussi aux travaux un peu de Jeremy Rifkin sur l'âge de l'accès, avec cette idée qu'on consomme moins de biens, mais de plus en plus d'accès, qu'on accède à des services par des abonnements, des adhésions, etc. Alors, l'adresse service statistique du ministère de la Santé a exploré davantage encore cette question et de manière tout à fait intéressante et récente en mettant en avant l'idée que les inégalités dans le revenu arbitrable étaient très très importantes et en particulier sur ces dépenses contraintes dont on voit dans le temps qu'elles ont vraiment évolué, puisque l'INSEE évalue à 15% ces dépenses contraintes dans les dépenses totales des ménages en 1960 et en 2015, elle les évalue à 32%, donc il y a une multiplication par 2. Quand l'adresse étudie ça du point de vue des catégories sociales, elle montre que pour les ménages pauvres, les dépenses contraintes représentent près de 40% de leurs revenus, de leur consommation, tandis que ça ne représente que 29% de la consommation des ménages riches. Et puis dernier point, si on prolonge cette question des dépenses contraintes, on pourrait aussi imaginer finalement qu'une partie de la qualité des biens que nous consommons est contrainte elle-même. On pourrait prendre l'exemple des télécommunications où sans doute il y a une partie de ce que nous consommons dans ces télécommunications qui ont des fonctionnalités qui nous dépassent amplement et qui sont donc contraintes d'une certaine manière. Merci beaucoup Florence Giannicatrice d'être venue nous éclairer sur cette question éminemment complexe et pour en savoir plus, je renvoie à votre livre. Merci.